l'affaire devient un peu compliquée, donc on va essayer de vous la résumer de manière la plus compréhensible et intelligible pour tout le monde, parce que vous devez informer le public, donc on se rend bien compte que vous n'avez pas informé des avocats. Donc pour essayer de vous faire le point sur l'état, en tout cas, de la procédure aujourd'hui, à l'audience du 17 mai, on avait donné une conférence de presse aussi, donc vous pouvez la retrouver. Nous étions 500 plaignants. Depuis hier, la présidente de la Chambre du Conseil a autorisé la constitution de nouvelles parties civiles, ce qui fait qu'on n'est plus 500 plaignants contre Ursula von der Leyen, Albert Bourla, Pfizer et BioNTech, nous sommes 1000 plaignants. Alors, dans les 1000 plaignants, j'ai fait une liste, donc vous m'excusez si je la lis, parce que sinon après on me critique quand j'oublie un nom. Donc, nous avons 2 États membres, la Pologne et la Hongrie. Nous avons plusieurs ONG, donc il y a les Belges de Notre Bon Droit. Pour rappel, Notre Bon Droit, c'est l'ONG qui a fait condamner les autorités publiques pour l'utilisation de ce que les Français appellent le pass sanitaire et les Belges appellent le Covid Safety Kit, donc en jugeant que c'était illégitime et disproportionné. On a une ONG italienne qui s'appelle Génération Future. On a un collectif de navigants et d'hôtesses assez nombreux qui viennent parce qu'ils sont très inquiets de l'impact de ces différentes mesures et des injections sur la sécurité aérienne, parce qu'ils ont constaté beaucoup de choses très inquiétantes en vol. On a un député européen qui est celui qui, je ne sais pas si vous vous en souvenez, a participé à l'audition à la commission Covid, donc c'est le Parlement européen, a fait une commission d'enquête pour éclaircir les conditions d'acquisition de ces vaccins. Ils ont voulu auditionner Albert Bourla, donc le PDG de Pfizer, qui ne s'est pas présenté. Il a envoyé à sa place une dame qui s'appelle Janine Small, donc en représentation de Pfizer. Et Robert Ross est le député qui a fait avouer à Janine Small publiquement, et c'est bien le départ de notre affaire pénale, que les produits n'ont jamais été testés pour bloquer les contaminations d'un individu à l'autre. Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été testés pour être antipandémiques. Et en fait, ça a eu pour conséquence de nous révéler que des infractions pénales avaient été commises parce que les restrictions de liberté, donc ces passes, en fait, sont bien des mesures arbitraires qui ont violé les droits fondamentaux de la population. Et en fait, les autorités publiques, comme la Commission qui avait connaissance des contrats, ont violé nos droits de manière consciente depuis le début. Et ça, c'est révélé justement par cette audition devant le Parlement, qui est, je vous le rappelle, filmée, donc elle n'est pas contestable aujourd'hui. Et donc ça, c'est bien ce député européen qui nous a amené à le savoir. Après, nous avons des partis politiques. Donc en Belgique, nous avons un parti germanophone, je pense qu'il y a quelqu'un, qui s'appelle Vivant. En France, il y a le parti de Florian Philippot qui s'est constitué, donc ce sont les Patriotes. Après, il y a des parents comme Frédéric ici qui ont perdu leur enfant. Et je pense qu'après ça, on a encore des particuliers, donc j'espère que j'oublie personne, parce que la liste commence à être longue, hein, donc voilà. Et donc pour vous donner un ordre de grandeur, la Chambre du Conseil a réservé pour nous la plus grande chambre d'audience, et nous avons rempli cette salle. D'accord, donc, et tout le monde n'est pas venu parmi les plaignants. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, on risque d'avoir des problèmes pour audiencer, tellement le nombre de victimes est devenu nombreux. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des procès, mais normalement, on essaye de trier gauche-droite pour mettre les avocats enfin les plaignants d'un côté, ceux qui se défendent de l'autre, et on met leurs clients normalement devant eux, mais nous il n'y a plus la place pour se mettre devant les avocats, donc on se met derrière. Et il y avait tellement de victimes qu'on a débordé, et donc les victimes se sont placées aussi derrière les avocats de Pfizer, d'Ursula von der Leyen, de BioNTech et de M. Bourla. Donc symboliquement, c'est très, très, très intéressant à vivre dans une salle d'audience, que ça déborde de partout et en fait, il n'y a personne pour les soutenir derrière eux. Donc pour vous dire, M. Bourla ne se présente pas, Mme von der Leyen ne se présente pas, les entreprises n'ont pas de représentants, ils se font représenter exclusivement par des avocats et donc ils n'ont pas le courage de venir faire face à leurs victimes ou aux plaignants. Donc ça, c'est la première chose. Alors pour vous, maintenant que vous avez le contexte, hier, il y a des choses assez surprenantes et inédites qui se sont passées dans le cadre de ce dossier. D'abord, le juge d'instruction a décidé de ne pas venir à l'audience. Alors, ça peut sembler anodin pour les non-experts, mais la présidente de la Chambre a reconnu publiquement, à huis clos hier, que c'est la première fois de sa carrière qu'un juge d'instruction refuse de se présenter à l'audience. Alors, pourquoi le juge ne se présente pas ? Il ne se présente pas parce qu'il a compris, lui, que les débats n'auraient pas lieu, parce que l'affaire a été entravée par le parquet européen. Donc, le parquet européen, c'est une construction un peu compliquée. Donc, c'est une agence de la Commission européenne.
qu'on essaye de faire devenir un parquet fédéral européen, qui ne l'est pas encore. Donc c'est une coopération renforcée entre les États membres en vue de le devenir, mais il n'y a pas eu d'unanimité des États membres pour en créer un. Et donc ils sont dans un statut un peu hybride, où ils ont en fait essayé de se déclarer compétents dans le dossier, alors qu'ils ne le sont manifestement pas. Nous, on a pour preuve, c'est Mme von der Leyen qui nous a appris qu'il n'y avait pas d'argent de l'Union européenne dans ces contrats, donc c'est sûr que le PPO n'a rien à faire là. Le PPO, normalement, comme parquet qui s'est déclaré, devait fixer des audiences auprès de la chambre des mises en accusation de Liège, qui est le degré d'appel du magistrat qu'on a vu hier. Et la loi prévoyait qu'il devait le faire en 15 jours, et volontairement, ils ont attendu plusieurs mois avant de demander la fixation des audiences. Et ils n'en ont pas informé les magistrats, et donc ils ont en fait dissimulé l'information. Il n'y a pas d'acte dans le dossier qui montre qu'il y a eu fixation ou non. Et ils savaient très bien qu'en agissant de la sorte, ils amèneraient tout le monde à une remise. Donc c'est un acte malveillant et volontaire du parquet européen. D'accord ? Et ça n'a pour seul but que d'entraver les poursuites à l'encontre de Mme von der Leyen. Donc je rappelle, je pourrais l'expliquer un peu plus après, mais ils n'ont aucune indépendance par rapport à la Commission européenne. Ils sont même, à mon sens, missionnés pour venir en aide à Ursula von der Leyen, parce qu'elle n'a plus d'autres possibilités pour se défendre sur le fond. Vu que c'est un peu compliqué, on doit traiter de 3 sujets normalement devant la Cour pour continuer. C'est... voilà. Voilà, vraiment, tout tombe dans le coin. Donc les sujets qu'on doit aborder, c'est la question de l'incompétence du parquet européen. Il y a la question de l'immunité éventuelle de Mme von der Leyen, et il y a la question de l'intérêt à agir des plaignants. Donc c'est les 3 sujets qui sont en débat. Et donc, comme vous l'aurez remarqué, les 3 mots commencent par I, donc je vais laisser Diane vous mettre les points sur les I. Merci Frédéric, merci à tous d'être venus. Pour faire une précision utile dans cette affaire, je m'exprime simplement au nom des personnes que je représente, le premier plaignant, donc M. Frédéric Daldan, mais j'ai aussi l'honneur de représenter un collectif de pilotes qui s'appelle, et d'hôtesses et de stewards français, mais aussi un collectif hollandais qui s'appelle les Navigants Libres et le Luchtvaart Collectif, j'espère bien le prononcer. Je représente aussi l'ONG Génération Future, et je représente l'ancien eurodéputé de nationalité hollandaise, M. Robert Ross. Ça fait donc beaucoup de gens, et comme on vous l'a rappelé, il y a aussi des partis politiques de tout pays, de tous horizons. Il y a des ONG, il y a des représentants d'associations de victimes, et il y a aussi des États membres qui, bien entendu, agissent au nom et pour le compte de leurs citoyens. Alors, pour faire un petit rapport, il me semble que la Hongrie, il y a à peu près 9 millions d'habitants, un peu moins que la Belgique. En Pologne, il y en a, je crois, dans les 35 millions. Ça fait au moins 45 millions de personnes, et nous sommes 450 millions d'Européens. Donc je dirais que ce procès a comme plaignant actuellement au moins un Européen sur 10. Et c'est très important puisque c'est un procès qui a pour but de rétablir la transparence en Europe, au profit de tous, parce que c'est une valeur transpartisane, c'est une valeur qui s'applique à tout le monde, qui ne peut pas être restreinte à certaines personnes, et qui, quand elle est violée, entraîne une diversité de préjudices pour tout le monde. Il y a le préjudice simplement des gens qui souhaitent avoir accès à une information pour pouvoir faire des choix libres et éclairés, mais il y a aussi le préjudice des partis politiques et des députés qui ne peuvent pas faire correctement leur travail si on leur cache des informations. Il y a le préjudice des personnes chargées de notre sécurité aérienne également, qui ne peuvent pas faire bien leur travail si on leur cache des informations relatives à des produits qu'ils sont censés prendre. Et il y a évidemment les victimes les victimes d'effets secondaires, qui auraient peut-être pu faire d'autres choix dans leur vie s'ils avaient été au courant des éléments qui sont contenus à ce dossier. Mais comme vous le voyez, c'est un procès qui va au-delà des bords politiques, et je dirais même des bords sanitaires. Peu importe ce que nous pensons, peu importe ce que nous croyons, la transparence est une valeur commune que nous souhaitons tous défendre ici. Et je suis personnellement très honorée de représenter autant de personnes et de voir qu'au-delà de ça, beaucoup nous rejoignent. Comme Frédéric l'a dit, nous avons été très nombreux. C'est une procédure qui se passe à huis clos. Néanmoins, toutes les personnes qui y participent en tant que partie civile
ont le droit d'assister à leur procès. C'est pour ça qu'elles peuvent être très nombreuses. Je donne un équivalent, mais français, c'est un équivalent tragique, mais les attentats du Bataclan avaient fait 1 millier de victimes. Pour toutes les recevoir, il a fallu construire des baraquements dans le palais de justice de Paris. Vous voyez qu'à Liège n'est pas Paris, même si c'est une ville tout à fait agréable, mais vous voyez, là, une partie des plaignants s'était déplacée, près de 200, c'est ce que rapportait la presse, et jusqu'au dernier moment, il était prévu que cette affaire soit plaidée, que les 3 questions sur lesquelles je vais mettre les points sur les i soient traitées le 6 décembre, puisqu'à la précédente audience, le 17 mai dernier, qui avait donc été renvoyée au 6 décembre, nous devions traiter des questions de recevabilité des parties civiles, d'immunité de Madame von der Leyen et d'incompétence du parquet européen. À la dernière minute, c'est-à-dire pendant l'audience, le parquet européen, par des acrobaties de procédure, est venu nous expliquer que nous ne pourrions pas tenir cette audience et qu'il fallait la renvoyer au 6 janvier. Alors vous voyez bien que les délais se raccourcissent. Je pense que le vent du boulet se rapproche, mais je tiens à dire que pour toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour pouvoir assister à ce procès, pour manifester leur intérêt, et qui est d'ailleurs un intérêt courageux. À la dernière audience, le parquet européen avait dit que les victimes étaient du vent, ce que j'avais trouvé extrêmement choquant. Ils sont venus manifester le fait que leur volonté d'agir était extrêmement sérieuse et ne n'avoir prévenu personne. Moi, je suis là depuis 48 heures pour préparer tout ça. Tout le monde nous avait dit que nous plaiderions et n'avoir pas d'égard pour les personnes qui se sont déplacées, qui ont fait des frais, qui sont venus, je veux dire pour les Français de Bretagne, du sud de la France, je sais qu'il y a des gens qui sont venus de Hollande, annoncer ça en direct, tant au président qui dirige les débats qu'aux personnes qui étaient présentes. Je trouve que c'est un dédain profond contre ces personnes et c'est aussi une volonté, à mon avis, de les décourager. Parce que vous avez vu, nous étions 1, nous sommes venus 500, nous sommes venus 1000 et je pense que toutes ces personnes ne doivent pas se décourager. Je les remercie vraiment profondément d'avoir fait ce déplacement et j'espère qu'elles savent qu'il était extrêmement utile parce que ça a donc permis un renvoi à plus bref délai, si je puis dire, mais aussi un accès plus facile aux documents contenus dans ce dossier. Donc vraiment qu'elles ne se découragent pas, leur présence était d'une importance extrême pour nous. Et si je peux ajouter, pour l'importance de cette audience, elle nous a quand même permis de réaccéder une nouvelle fois au dossier d'instruction. Et ça a permis de donner accès à toutes les victimes au dossier d'instruction, ce qui n'était pas le cas antérieurement. Et on a essayé de nous entraver le droit d'accéder au dossier de manière assez douteuse pour nous. Et nous avons aussi constaté que l'avocat de Mme von der Leyen semble avoir accédé à des documents du dossier auxquels nous n'avions pas accès d'une manière qui nous apparaît comme étant de l'ordre de la violation du secret de l'instruction. Donc on est quand même content que cette audience se soit tenue, ne serait-ce que pour nous donner une complète information sur le dossier d'instruction. Tout à fait. Et alors pour être plus concrète donc sur les questions de droit. Au départ, quand M. Baldan a porté plainte, le premier, une instruction s'est mise en œuvre, c'était en avril 2023, il n'y avait pas de difficulté et le juge d'instruction a mené son enquête. Arrivé au mois de mars 2024, après la constitution comme partie civile de la Pologne et de la Hongrie, nous avons eu la surprise de voir arriver dans ce dossier ce parquet européen qui a fait une demande surprenante, c'est de voir juger toutes les parties civiles sans intérêt à agir, donc demander l'équivalent devant la Chambre du Conseil d'un non-lieu, de faire tout arrêter. Ce parquet européen a été créé en 2021. C'est une agence de l'Union européenne, à mon sens, qui n'est en charge que de la protection du budget de l'Union européenne. Elle n'est pas en charge de la protection de l'intérêt général des citoyens belges ou de l'intérêt général des citoyens européens. Elle s'occupe d'une seule chose, des questions de budget de l'Union européenne. Et ce parquet européen, prétendant avoir lui-même ouvert une enquête depuis octobre 2022, est venu s'insinuer dans la nôtre pour faire arrêter cette procédure belge, mais en parallèle, sa directrice, la chef du parquet européen, Madame Kövesi, qui est d'origine roumaine, vous pourrez retrouver Madame Laura Kövesi, eh bien, a affirmé au Parlement européen publiquement à 2 reprises, en avril 2024 et encore le 1er octobre 2024, ça peut se retrouver, que dans cette affaire, elle n'avait fait aucun acte d'enquête et qu'elle n'avait trouvé aucun suspect.
Alors, c'est quand même difficile à croire, je vois que ça fait sourire, mais ça fait sourire jaune malgré tout, toutes les parties civiles, puisqu'à partir du moment où Mme von der Leyen est accusée de destruction de documents publics, puisqu'il s'agit des SMS qu'elle a échangés avec M. Albert Bourla, et ce n'est pas contesté qu'il y a eu cet échange de SMS dans le cadre de la négociation d'un contrat qui est un marché public. Par définition, un marché public, c'est public, les éléments de négociation le sont aussi, et nous expliquer que lorsque ces messages disparaissent, on ne trouve pas de suspect, c'est quelque chose de particulièrement déloyal. Par ailleurs, quand une enquête avance, quand je parle de déloyauté, la réalité c'est que les textes prévoient quand les enquêtes sont importantes, à minima une coopération entre l'Union européenne et la justice, les États nationaux qui pourraient être saisis des affaires, puisqu'il peut y avoir des intérêts concurrents. On peut quand même imaginer que l'Union européenne puisse avoir un intérêt dans cette affaire, mais ça n'exclut pas pour autant, et bien au contraire, l'intérêt de tous les autres qui est a priori plus important. Mais une coopération aurait pu avoir lieu, or ce n'est pas du tout le cas, c'est une action déloyale visant à entraver et arrêter une enquête qui a avancé. Si elle n'avait pas avancé autant, il n'y aurait pas autant de parties civiles. Et comme l'a souligné Frédéric, il est arrivé quelque chose d'extrêmement étonnant, en tout cas je me le suis fait confirmer par mes confrères belges, mais aussi par la présidente elle-même, l'absence du juge d'instruction. Le juge d'instruction, il est censé venir faire un rapport dans cette affaire à l'audience. Or, ce qui lui est arrivé, c'est qu'à partir du 19 juillet 2024, lui-même a été extrêmement entravé dans la poursuite de son enquête, et c'est au moment de la redésignation de Mme Ursula von der Leyen comme présidente de la Commission européenne, et à partir de ce moment-là, le juge d'instruction a déclaré que Mme pourrait bénéficier d'une immunité. Or, même dans cette hypothèse-là, il convient de faire les actes nécessaires pour lever cette immunité, ce que le parquet européen, lui, n'a jamais fait. Donc 2 ans d'enquête, nous expliquer qu'il n'y a pas de suspect, qu'on lève l'immunité de personne, qu'on ne lance même pas la procédure, et vouloir arrêter les enquêtes des autres qui, elles, avancent, c'est un acte absolument anormal, c'est un acte d'entrave, et c'est un acte qui vise à protéger, selon nous, Mme von der Leyen. D'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans des questions parlementaires, c'est-à-dire que normalement, le PPO a un accord de coopération avec la Commission européenne. S'ils enquêtent sur un membre de la Commission, ils doivent le notifier officiellement à la Commission. On voit par des questions parlementaires que ça n'a pas été le cas, et donc la reconduction de Mme von der Leyen, qui est illégale, elle a notamment été possible grâce à la protection de l'EPPO, qui n'a pas signifié officiellement à la Commission européenne qu'elle avait un suspect. Donc vous comprenez l'importance de ce mensonge en contrôle parlementaire. Je vous rappelle que le PPO, on leur a mis un contrôle par le Parlement européen parce qu'ils ont la possibilité de faire des abus de pouvoir. Madame Laura Kövesi, qui est la procureure en chef de ce parquet en formation, qui est roumaine, elle a fait l'objet d'un contrôle judiciaire en Roumanie où on l'accusait de corruption, de faux témoignages et d'abus de pouvoir. Nous, à tout le moins, nous voyons ici, nous avons des preuves matérielles qu'elle effectue de faux témoignages et qu'elle effectue bien des abus de pouvoir. Et la façon dont elle est sortie de son contrôle judiciaire en Roumanie, c'est en devenant le procureur en chef de l'EPPO. Et donc on ne s'étendra pas sur le fait que quand Diane et moi, nous avons essayé d'accéder au dossier détenu par l'EPPO, à Bruxelles, on nous a envoyé la police pour nous arrêter. Donc, je ne sais pas si vous imaginez que Diane essaye d'exercer ses droits comme avocat. Moi, comme plaignant, je veux voir respecter mon droit à la justice et l'exercer. Nous voulons accéder à un dossier dans le cadre d'une audience qui est fixée à leur demande. Et quand on est arrivé, ils nous ont envoyé la police pour nous arrêter. Alors, à l'époque, heureusement, le policier qui est venu était quand même sain d'esprit. Il a constaté que c'était les membres du personnel qui étaient aux ordres de l'EPPO qui, eux, commettaient une voie de fait. Nous avons décidé de réitérer. Nous sommes allés à l'EPPO à Luxembourg, parce que son siège est à Luxembourg. Ils nous ont très gentiment envoyé 8 agents de sécurité. Vous voyez comme elle est menaçante, hein, donc voilà. Et nous n'avons jamais pu accéder à ce dossier. Donc vous voyez bien que c'est des pratiques qui ne sont pas celles de la justice. C'est vraiment des pratiques quasiment mafieuses de la part du parquet européen. Et justement, j'allais dire qu'en réalité, moi j'ai le sentiment qu'on a pris en otage ici la justice belge, mais au sens propre et au sens figuré, puisque moi on m'envoie la police, je n'ai pas de procureur belge, le procureur du roi ne se manifeste pas, il a été phagocyté par le parquet européen, et même le juge d'instruction, lui, ne vient pas. C'est quand même très curieux, mais la motivation du juge d'instruction pour ne pas venir, c'est d'expliquer, ou de sous-entendre en tout cas, qu'il était entravé dans son enquête par les pratiques anormales du parquet européen. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave, et vous vous souviendrez peut-être aussi qu'après l'audience du 17 mai dernier, le parquet européen avait fait un communiqué de presse dans cette affaire, non pas pour dire quelles étaient les avancées de son
prendre en caisse, ce qu'on aurait tous voulu, et puis normalement il doit informer le public, mais pour dire simplement que toutes les difficultés de procédure étaient de la faute de la Belgique qui n'aurait pas mis son droit en conformité pour permettre l'action du parquet européen. Alors, j'ai le souvenir d'un des députés belges qui participent Parti Vivant qui m'avait dit grosse pression sur la petite Belgique, mais c'est exactement cela. La Belgique est au centre de toutes les attentions. Normalement, ce sont les autorités belges qui doivent poursuivre les affaires de corruption quand elles se passent au sein de l'Union européenne. C'est sa compétence matérielle, c'est sa compétence territoriale. Et si vous vous souvenez peut-être, au moment de l'affaire du Qatargate et de la mise en cause de l'ancienne présidente du Parlement européen, Madame von der Leyen, avait fait une déclaration en disant « I have full confidence in the Belgium authority, corruption is a crime ». Et ça, c'était pour les autres, mais c'est voir peut-être la paille de l'œil de son voisin et ne pas voir la poutre dans le sien. D'ailleurs, elle dit que c'est un crime qui doit être poursuivi et qu'ils ont pleine confiance dans les autorités belges qui ont la juridiction pour s'en occuper. Et à cet égard, on peut traiter tout de suite la question de l'immunité, puisque dans toutes les étapes de cette procédure, Madame von der Leyen sollicite de bénéficier de l'immunité. Madame von der Leyen a, comme les commissaires européens, comme les agents et fonctionnaires de l'Union européenne, d'après les textes, une immunité qu'on appelle fonctionnelle, c'est-à-dire une immunité qui se limite aux actes officiels de ses fonctions. Il faut bien faire une différence avec ce qu'on appelle les immunités personnelles, qui sont celles, par exemple, des chefs d'État. Un chef d'État, la plupart des pays, tous les actes qu'il commet, officiellement ou dans sa vie privée, ne peuvent pas faire l'objet de poursuites. On ne peut pas divorcer de lui, on ne peut pas lui faire un procès s'il a une fuite d'eau qui vous embête. C'est ça, une immunité personnelle, c'est pour tous les aspects de sa vie. Mais pour les agents et les fonctionnaires, c'est ce qu'ils sont, les immunités nécessairement ne sont limitées qu'aux actes officiels de leurs fonctions. Donc je lis parfois dans la presse Madame von der Leyen, impératrice de l'Europe, pour vous donner une des... Mais l'immunité qu'elle n'a n'est pas une immunité personnelle. Ce qu'on essaie de faire croire aujourd'hui, c'est qu'elle aurait une immunité pour tout ce qu'elle fait. Ce n'est absolument pas vrai. Et d'ailleurs, la jurisprudence récente de la Cour de justice de l'Union européenne, c'était en août 2021, a bien donné une décision qui concernait un ancien directeur d'une banque centrale européenne, un laiton qui était accusé de corruption. Les directeurs de banque centrale bénéficient des mêmes immunités selon les textes européens que les commissaires européens, mais la Cour de justice a dit très clairement que la corruption n'entrait pas dans le périmètre des fonctions des fonctionnaires, ce qui est logique. Dire le contraire, c'est étonnant. On va s'y méprendre maintenant. Mais il est évident, et dans cette décision, dont je ne peux pas prononcer le nom, mais qu'on pourra retrouver, je crois que c'est d'août 2021, elle est citée parmi les arguments, eh bien, la Cour de justice a dit la procédure pénale peut continuer sans même qu'on ait besoin de faire ces procédures de levée d'immunité. Parce que, comme je vous l'expliquais, à minima, on doit faire la procédure de levée d'immunité, mais cette procédure, elle a pour conséquence que c'est les membres de la commission qui doivent voter sur la levée de l'immunité de Madame Ursula von der Leyen. On voit bien la difficulté. Mais l'autre aspect de ce dossier, c'est qu'on peut se dispenser de cette procédure et juger directement Madame, et c'est bien pour ça qu'on a porté plainte. On n'a pas porté plainte pour rater, on n'a pas porté plainte pour que ça ne marche pas. On a porté plainte pour une raison, c'est qu'elle ne bénéficie pas, a priori, de son immunité, étant accusée d'infraction de corruption, mais aussi de destruction de documents publics. Vous avez tous compris que ces SMS dont on parle, ils sont actuellement secrets. S'ils sont secrets, c'est qu'ils ne sont pas officiels par définition. L'avocat de Mme von der Leyen ne peut pas plaider tout et son contraire, ne peut pas nous dire elle a agi dans ses fonctions officielles et ne pas montrer les messages. Si c'est officiel... Et elle ne les a pas enregistrés parce que c'était des conversations qui ne devaient pas être enregistrées. Et d'ailleurs, on vous a parlé de cette dame, Janine Small, qui a été extrêmement intéressante au Parlement européen quand elle a répondu au député Robert Ross. Elle a aussi affirmé à propos des SMS, on lui dit, avez-vous connaissance de cette affaire de SMS? Et elle a dit, oui, il y a eu plein de SMS, combien, je ne sais pas vous dire, je ne les compte pas, mais par contre, je peux vous dire que ça n'avait rien à voir avec la négociation des contrats. Alors, à partir de là, vous avez des éléments publics dits par cette dame qui sont extrêmement importants et qui laissent penser, évidemment, que ces messages sont privés. Et donc, s'ils sont privés, c'est le point d'entrée pour lever l'immunité, ou en tout cas pour affirmer que Madame n'en a pas. Elle n'en a pas, comme je dis, pour deux raisons. Elle agit hors du périmètre de ses fonctions, d'ailleurs en usurpant les titres et fonctions, comme on le prétend, du gouvernement belge, puisque quitte à s'envoyer des SMS, ça aurait dû être le gouvernement belge qui aurait dû discuter directement avec M. Albert Bourla et pas Mme von der Leyen. D'ailleurs, il y avait quand même des comités de pilotage et d'autres personnes
dont on a outrepassé les pouvoirs. Madame s'est ingérée directement dans ces négociations de façon secrète et a peut-être commis des actes de corruption ou été elle-même corrompue. C'est peut-être ça, dans les SMS, un pacte de corruption. Mais pour dire que ce n'est pas le cas, il faudrait au moins les montrer. Et donc si vous voulez faire votre opinion justement sur le cas de jurisprudence qu'elle a évoqué de la CJUE, en fait, très récemment, je suppose, il n'y a pas de journaliste du soir ici, non ? Donc, la Commission européenne a donné une interview, a priori, aux médias Le Soir, aux médias belges, concernant l'affaire de Didier Reynders. Et en fait, ce que Diane vient de vous expliquer, donc elle vous le dit d'abord en principe, après par la jurisprudence de la CJUE, mais la Commission européenne elle-même, dans les derniers jours, à propos de Didier Reynders, dont le domicile a été perquisitionné, en fait, on a clarifié le fait qu'il avait une immunité qui était fonctionnelle, et donc elle ne touche que les actes qu'il pose en titre et fonction officielle, et il faut aussi qu'il agisse dans l'intérêt de l'Union européenne. Et donc, c'est pas seulement nous qui le prétendons, c'est une position commune entre nous, la CJUE, et la commission de Madame von der Leyen. Et donc c'est assez difficile aujourd'hui de venir nous contester le fait qu'elle n'est qu'une simple immunité fonctionnelle, donc qui ne s'applique pas au cas de figure, et qu'elle n'est pas en fait, contrairement à ce qu'ils prétendent, une espèce d'immunité personnelle. Donc, voilà. Je précise pour ceux qui ne sont pas belges et qui nous écoutent que Didier Reynders est l'ancien commissaire à la justice de la première commission von der Leyen et qui, je ne sais pas à quoi d'autre il a pu participer, mais c'était un membre éminent de la commission de Madame von der Leyen. D'ailleurs, j'ose dire qu'aucun de ses membres n'a survécu au premier mandat de Madame von der Leyen. La commission est composée de façon totalement différente aujourd'hui. Je suis assez étonné de la différence de traitement qu'il y a aujourd'hui entre Didier Reynders et Ursula von der Leyen. Tout à fait. Alors, je vous dirais aussi qu'il y a un autre acte qui n'est pas anodin, c'est que Madame von der Leyen, vous ne savez peut-être pas, mais je pense qu'à l'époque, c'est l'AFP qui l'avait rendu massivement public, elle a tenu à avoir un appartement à l'intérieur du bâtiment du Berlaymont. Et donc ça veut dire que si elle se domicilie, et on pense que c'est bien le cas, dans cet appartement, la police ne sait plus le perquisitionner, parce qu'il faudrait qu'elle traverse la Commission européenne pour atteindre son logement. Et donc là, je pense bien que Madame, elle avait une intention de commettre des infractions, et qu'elle a volontairement protégé son domicile en créant un appartement qui n'existait pas à l'intérieur du bâtiment de la Commission européenne. Donc c'est bien une volonté d'échapper à la justice. Je vous rappelle que juste avant ça, elle avait connu son problème de SMS Gate en Allemagne, et donc nous avons bien quelqu'un qui a un mode opératoire répétitif, donc il convient vraiment de la mettre hors d'état de nuire, et qu'elle a bien l'intention d'échapper à la justice, et elle met en œuvre différents procédés pour y arriver. Sur l'autre point qui est extrêmement important dans cette procédure, c'est la question de la contestation de la recevabilité des parties civiles, donc de la contestation de leur intérêt à agir. En premier lieu, quand même, parce que ça prête un peu à sourire, en droit belge, il faut savoir qu'au stade de l'instruction, les parties civiles n'ont qu'une seule chose à démontrer, c'est un intérêt au moins apparent, et il n'y a même pas besoin de fixer le montant de son préjudice. Et ça ressort de manuels de procédure pénale belge que je me suis procuré, qui sont rédigés par l'avocat de Madame von der Leyen, qui est professeur de droit. Donc il vient conclure le contraire devant les tribunaux de ce qu'il enseigne à ses étudiants, ce que je trouve personnellement curieux. Mais il est évident que la recevabilité des parties civiles, à ce stade, elle n'a pas besoin d'éléments caractérisés, même si nous en avons, bien évidemment, mais il faut bien se rendre compte que justement l'apparence du préjudice qui suffit à déclencher ces enquêtes, c'est une aide pour les parties civiles à pouvoir faire déclencher l'action publique quand les pouvoirs publics n'y concourent pas réellement. Les victimes sont un poids important pour pouvoir déclencher les enquêtes, et c'est pour ça que leur admissibilité est large. Mais plus concrètement, faisons peut-être une digression, mais qui est importante, parce que la recevabilité des constitutions de partie civile est également contestée fermement par M. Bourla, par les sociétés Pfizer et BioNTech. Vous ne le savez pas, mais aux États-Unis, depuis l'année 2005, il y a une loi qui s'appelle le PrEP Act, qui est une loi passée par le Congrès, qui rend irresponsable ou qui empêche en tout cas toute poursuite contre les fabricants de vaccins quand leurs produits sont mis sur le marché dans le cadre d'urgences pandémiques. Alors pas nécessairement celles de l'OMS, celles peuvent être déclarées simplement aux États-Unis, ça les concerne eux. Mais c'est une loi qu'on dit peut-être trop protectrice, enfin qui est très critiquée, mais qui est sans précédent et qui fait que aucun Américain ne peut attaquer Pfizer
en dommages et intérêts pour avoir reçu ces produits. Alors pourquoi une telle loi existe aux États-Unis? À mon sens, du fait des puissances des lobbies et de l'argent, parce que ça n'a pas de raison juridique. Et nous, en Europe, nous avons normalement le régime de la responsabilité des produits défectueux. Or, ces contrats, actuellement, que se passe-t-il? Ils empêchent toute action des parties civiles contre Pfizer, puisqu'on se retrouve dans une situation où ce sont les États qui, de fait de ces contrats, sont tenus d'indemniser les gens en lieu et place des laboratoires pharmaceutiques. Donc, à l'évidence, nous qui considérons que ces clauses sont anormales et qu'elles reflètent peut-être un pacte de corruption, puisqu'il s'est agi finalement d'imposer à toute l'Europe, par le biais d'un contrat, la loi américaine qui est en contradiction avec nos droits fondamentaux, comme je dis, le premier qui est d'ailleurs le droit à la transparence, puisque ces contrats sont secrets. Nous avons un mécanisme qui empêche de conclure des clauses de confidentialité au détriment des Européens. Il y a également une atteinte au droit effectif à un recours devant les tribunaux, puisque les gens ne peuvent plus être victimes de Pfizer, et il y a un problème d'atteinte à la réglementation des produits défectueux. Donc ce que ne veut pas Pfizer, qui à mon avis est au premier chef intéressé à empêcher les parties civiles de se constituer, c'est qu'on puisse trouver une brèche dans ce contrat. Et ça, c'est extrêmement important. Mais comme je le disais, les parties civiles n'ont besoin que d'un intérêt apparent. Mais là, quand on réfléchit, il est déjà constitué et bien plus qu'apparent cet intérêt à agir. S'agissant de M. Frédéric Baldan, qui a été le premier, il agit sur le fondement de la transparence. Il faut quand même rappeler que la transparence, c'est un droit pour chacun. La Constitution belge dit chacun a le droit de demander des documents. Il ne dit pas tout le monde a le droit, c'est chacun. Mais chacun, c'est aussi tout le monde, mais vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Et il ne dit même pas justifiant d'un intérêt, parce qu'en fait, l'exercice du droit fondamental est automatiquement légitime. Donc c'est assez rigolo. On ne démontre pas qu'on a le droit à la transparence. On l'a, il est inaliénable, garanti par la Constitution. Et donc si on nous le viole, c'est déjà ce qu'on avait exposé à la CJUE, il y a une présomption automatique de préjudice. Au moins morale, ne serait-ce qu'un euro. Hein. Ça, c'est une évidence, mais une parenthèse à propos de ces contrats qui ont été demandés à cœurs et à cris par tout le monde dans toute l'Europe, que ce soit par des députés européens au niveau européen, que ce soit par des députés nationaux dans leur propre pays, que ce soit par des associations de lutte pour la transparence. Ça n'a jamais été donné, ces contrats, sauf d'un point de vue civil, par un juge en Afrique du Sud. C'était en juillet 2023, c'est la High Court de Pretoria, où le juge a décidé que le gouvernement, quand il concluait des accords avec Pfizer, parce que c'est partout le même contrat, hein, soyons clairs, ne pouvait pas mettre de côté les droits de ses citoyens en disant que la transparence devait céder devant le secret industriel des laboratoires pharmaceutiques. Vous pouvez peut-être faire céder le droit à la transparence, je suppose, au secret défense, à des choses comme ça, mais pas au profit d'un industriel. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de la Commission européenne, actuellement et encore, vous pouvez voir pourquoi les contrats sont-ils accessibles au public. La réponse de la Commission, c'est non. Ils sont censurés en grande partie parce que la Commission doit respecter le secret industriel des laboratoires pharmaceutiques. C'est extrêmement choquant. Et d'ailleurs, on voit que c'est trompeur parce que, on ne peut pas vous donner la copie de ces contrats, mais par contre, on sait vous dire qu'en fait, il y a des clauses qui sont censurées de manière illégitime. Donc, en fait, le secret des affaires, ça vise éventuellement à protéger, quand il y a des concurrences, un avantage concurrentiel. Donc, par exemple, quand on fait de la protection de propriété, on fait de la protection de propriété intellectuelle, on cache des secrets qui ont une valeur. Là, quand on cache le fait qu'un produit n'a pas les spécifications, les effets qu'on lui prête en public, c'est pas de nature à donner un avantage concurrentiel, c'est de l'ordre de l'escroquerie. Ça veut dire que si je vous dis qu'un produit est efficace et que je cache que contractuellement il ne l'est pas, vous comprenez tout de suite que c'est pas une question de concurrence, hein, c'est une question de mensonge. Et donc depuis le début, ce qu'on dit, c'est que le fait d'entraver la transparence, c'est uniquement masquer des crimes et délits, parce que ces contrats en sont en partie la preuve. Et il faut bien se rappeler aussi que ces contrats ont été signés au niveau européen, mais qu'ensuite c'est chaque pays qui a procédé à ses propres commandes et qui les a payées avec son argent. D'ailleurs, ce que dit Diane, c'est pas nous qui l'affirmons, c'est Ursula von der Leyen. Elle l'a dit à Maastricht, donc quand elle était candidate à sa propre conduction, et donc elle a bien expliqué que c'était des contrats qui étaient signés par les États membres,
que c'était l'argent des États membres et qu'il n'y avait pas d'argent européen et que c'était une question qui ne faisait pas débat. Or, aujourd'hui, nous avons les subordonnés de Mme von der Leyen, qui sont le parquet européen, qui sont intervenus en disant qu'il y avait une atteinte au budget de l'Union, alors que la présidente de la Commission européenne a publiquement affirmé le contraire, et elle a d'ailleurs répété à la presse hollandaise, et donc ça veut dire que là, très clairement, il n'y a aucun doute quant au fait que le parquet européen, qui n'a jamais justifié de son éventuelle compétence matérielle, a agi de manière malhonnête. Et d'ailleurs, si les États comme la Hongrie ou la Pologne ont agi devant les juridictions en Belgique, bon, c'est d'abord parce qu'il y a une clause d'attribution à la Belgique de ces contrats. C'est pour ça qu'on se retrouve tous en Belgique. Hein. Je trouve que c'est un pays formidable, mais c'est pas moi qui l'ai choisi aussi. Ça a été d'ailleurs probablement une condition contractuelle imposée par Pfizer pour éviter d'avoir des procès dans tous les pays. Ils n'ont pas voulu en avoir un en Italie et un en Hollande, mais malgré tout, maintenant on se retrouve tous en Belgique. Ça, c'est extrêmement important. Mais pour que ces pays puissent justifier de leur volonté d'agir selon le droit national et pas au niveau européen, c'est bien parce que c'est leur argent qui a été mis en cause. Or, comme on l'a dit, le parquet européen n'a jamais justifié de sa compétence et n'a jamais fourni aux juges aucun document. Par contre, les parties civiles l'ont fait pour justifier leur action. Donc on est au courant aujourd'hui, grâce à cette action pénale, de l'existence et de toutes les clauses de ces contrats. Ça, c'est d'une extrême importance. C'est quelque chose que nous avons obtenu par cette action citoyenne, avec ce regroupement d'intérêts de toutes les personnes qui ont participé. Nous avons obtenu finalement ce que les eurodéputés au niveau européen, ce que les députés au niveau national n'ont pas obtenu. Et d'ailleurs, ce sont, je pense, les plus courageux d'entre eux qui se sont joints à nous pour le faire. Mais vous voyez bien qu'une action citoyenne peut avoir plus de portée et plus de réussite sur certains éléments que même nos représentants. Et d'ailleurs, Robert Ross me l'a avoué hier dans la salle d'audience, c'est qu'il ne vient pas là pour un intérêt politique, parce qu'il a voulu arrêter face aux pratiques qu'il a vues qui étaient inadmissibles. Et donc on vient pour défendre l'état de droit, défendre la démocratie et défendre les droits fondamentaux. Et c'est ça l'objet du procès, en fait. On fait le procès de la démocratie. C'est est-ce qu'on va accepter que Ursula von der Leyen ait détruit nos droits fondamentaux, voilà, on le prend comme un acquis, et en fait on devrait presque retirer la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne des traités, voilà, ou est-ce qu'on va décider que le fait de violer ces textes et de les détruire, c'est de l'ordre de l'infraction comme le prévoit la loi, et alors à ce moment-là, on punit les personnes qui ont enfreint la loi. Et deux choses que je voudrais rajouter sur cette question de contrat. À partir du moment où les États les ont signés, ces contrats qui datent de novembre 2020, de février 2021 et d'avril 2021, les États qui les ont signés connaissaient les clauses. Et ils ont donné un message au public contraire aux clauses qu'ils ont signées. Et c'est ça qui est un scandale véritable. Si ces contrats avaient été accessibles à tout le monde, comme on l'a dit dès le départ, les gens auraient pu peut-être faire le même choix pour leur santé. Dans le fond, chacun est libre et ce n'est pas le but de cette action. Le but de cette action, c'est justement que chacun puisse avoir un consentement libre et éclairé, que la transparence soit rétablie. Mais on aurait quand même démontré initialement l'illégalité manifeste des dispositifs digitaux comme le pass. Donc les DPI, donc Digital Public Infrastructure, donc les outils qui servent numériques de contrôle de population. En fait, si on avait respecté notre droit à la transparence, depuis le début, on aurait pu démontrer que ces dispositifs sont parfaitement illégaux et qu'ils n'ont comme seul objet que le contrôle social des populations. Donc en fait, c'est l'instauration par Mme von der Leyen du crédit social chinois dans l'Union européenne. Et comme je le disais tout à l'heure, la façon dont le PPO s'y est pris, de façon très déloyale, pour faire reporter cette audience à la dernière minute, et que c'était pour décourager les parties civiles, il faut bien comprendre que les parties civiles qui se joignent au dossier, eh bien, elles y ont accès. Et ça, c'est aussi extrêmement important, parce que peu importe comment se termine cette affaire, aujourd'hui, il y a des documents auxquels personne n'avait accès ces 3 dernières années, et que cette action pénale permet d'avoir. Et ça permet aussi d'imaginer beaucoup d'autres actions derrière. Et c'est pour ça que tous les citoyens qui y se joignent, ils sont aussi intéressés. C'est pour ça qu'on essaie d'entraver leur action. Mais sur l'intérêt, comme vous l'avez vu, et ce qu'on dit, il n'y a absolument
aucune raison de considérer que les parties civiles qui agissent n'auraient pas d'intérêt à cette transparence. C'est faux. Chacun a vécu a peut-être des conséquences différentes sur la violation de la transparence, mais ce droit fondamental, il nous appartient à tous. Et la transparence, je dis, c'est le contraire du secret, c'est le contraire de l'arbitraire. Et ça, c'est quelque chose que nous devons défendre. La base de la démocratie, c'est de pouvoir contrôler l'action publique. Et quand on vous explique que Mme van der Leyen fait expliquer qu'elle n'enregistre pas les messages parce qu'elle ne les considère pas importants, il faut voir, je dis ça à l'attention de tous les journalistes, que c'est un empêchement pour les journalistes de savoir comment est prise la décision publique. Aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a plein de scandales de Twitter Files, SMS Files. J'ai l'impression que tout le monde dirige ces pays par SMS, en 140 caractères. Si les journalistes n'y ont plus accès, eh bien, plus aucun d'entre nous ne pourront faire la transparence et la lumière. Et ça, c'est extrêmement grave. On enlève tout un pan de contrôle de l'action publique à l'accès des journalistes. Et ça, c'est très choquant. Et il faut bien voir qu'un document administratif, il est administratif par nature en fonction de la personne qui le reçoit et qui l'envoie. Ce n'est pas son contenu. On ne peut pas venir dire, comme le fait Mme van der Leyen par le biais de son avocat, je décide que c'est pas important parce que par nature un SMS n'est pas important. Et c'est très vicieux, je dirais, comme position. C'est pas je les ai détruits ou je les ai pas détruits, c'est je les enregistre pas parce que j'ai pas besoin de le faire. Mais en le faisant, elle détruit, je dis, toute la transparence, elle détruit aussi la liberté d'information et la liberté de la presse. Et je pense que justement c'est une des raisons pour lesquelles cette affaire, la presse doit s'en emparer de tous bords qu'elle soit. Et je suis contente que vous soyez déjà nombreux. Mais c'est extrêmement important en matière de liberté de la presse et d'information. Et donc pour faire le point de conclusion, puis on vous laissera poser des questions. Aujourd'hui, on a une audience programmée. Donc nous, parce qu'on était déjà demandeurs en fait au niveau de la contestation d'une ordonnance du juge, donc le 6 janvier. Donc le 6 janvier, à la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Liège, donc c'est toujours la juridiction pénale, il y aura en fait ce qu'ils appellent un contrôle de l'instruction. Donc vu qu'on a énormément de problèmes de légalité induits par le PPO, ils vont devoir trancher définitivement toute une série de questions. Vu que c'est le degré d'appel de notre juge de la chambre du conseil, c'est normal qu'elle ait dit moi je ne vais pas juger en mon autorité de tutelle parce que si je contredis ce qu'elle va statuer plus tard, ça n'a aucun sens. Donc elle a préféré, c'était plus sage, remettre à une date qu'elle ne veut pas fixer pour le moment parce qu'on est trop nombreux, ça mobilise beaucoup de forces de police, ça mobilise beaucoup de moyens de la justice de nous audiencer, et donc on aura d'abord cette audience le 6 janvier, et puis normalement ils doivent, même s'ils ont remis sine die, refixer une nouvelle date pour audiencer devant la Chambre du Conseil. Donc ça c'est où on en est en matière de calendrier. Peut-être plus simplement quand même, je dois essayer de dire qu'ils se sont renvoyés la balle d'une chambre à une autre. On était devant la Chambre du Conseil qui avait commencé le 17 mai à nous renvoyer le 6 décembre. Et finalement, ce que fait la Chambre du Conseil, c'est qu'elle va attendre une décision qui va avoir lieu ensuite d'une audience qui aura lieu le 6 janvier devant la Chambre des mises en accusation. Et c'est finalement cette Chambre qui se saisit de tous les problèmes, de toutes les difficultés, donc l'incompétence, l'immunité et l'irrecevabilité. Nous sommes donc tous invités à plaider le 6 janvier, donc cette fois le renvoi n'est que d'un mois, comme je dis, ça se rapproche, c'est le bout d'un marathon, je pense. Et donc si la Chambre du Conseil dit qu'elle s'inédit, ça ne veut pas dire qu'elle ne fera rien, évidemment, ça veut dire qu'elle va attendre la décision de cette Chambre des mises en accusation qui a fixé donc son audience le 6 janvier prochain. Et donc voilà, si vous voulez, donc pour conclure, on a la position suivante aujourd'hui, c'est qu'on considère qu'il y a une coalition de fonctionnaires entre le chef du parquet européen qui s'appelle Laura Kövesi et Madame Ursula von der Leyen. Donc très clairement, j'accuse Madame von der Leyen d'avoir utilisé ses fonctions pour porter atteinte à la séparation des pouvoirs et avoir demandé à Laura Kövesi de lui fournir son aide pour entraver les poursuites judiciaires. Donc ça c'est mon premier point. Le deuxième, vous l'avez vu dans le communiqué de presse, à ce stade, aujourd'hui, nous estimons que, et il n'y a pas que nous, les infractions sont constituées, donc ça veut dire qu'on n'a pas fait une accusation gratuite, et en plus nous avons les éléments matériels qui démontrent aujourd'hui, et j'ai fini par écrire un livre parce que le temps de parole qu'il me faudrait pour vous l'expliquer n'est pas suffisant, j'ai écrit un livre pour vous décrire très précisément
comment les lobbies, dont ceux payés par Pfizer, ont compromis Mme von der Leyen. Donc on vous dit qu'aujourd'hui, les infractions sont constituées et qu'on estime avoir les éléments à charge matérielle suffisants pour démontrer que Mme von der Leyen a bien commis les infractions. Donc ça ne fait plus aucun doute pour nous sur le fond. Et vous remarquerez que c'est pour ça qu'on a des problèmes de forme. Donc j'ai eu un prof de droit qui m'a dit un jour, quand le dossier était nul sur le fond, il fallait tout le temps jouer la forme. Et c'est apparemment ce que fait le camp de Mme von der Leyen. Et donc c'est pour cette raison que, à partir de maintenant, notre position est de dire nous voulons son renvoi correctionnel. Donc peu importe ce qu'il adviendra, quand bien même nous aurions un problème avec cette procédure, nous demanderons son renvoi correctionnel par un procédé ou par un autre. Mais des voies de recours, nous en avons, et de toute façon, nous mettrons tout en œuvre pour que Mme von der Leyen soit jugée au fond. Donc y échapper, elle n'y échappera pas. Et le dernier point est que maintenant, donc, notre droit à la transparence, qui est normalement un droit de la juridiction administrative, et il y a une séparation des pouvoirs avec le pénal, il a été respecté parce que nous sommes partie à la cause au pénal. Donc nous connaissons le contrat. Moi j'ai déjà fait la demande, je ne l'ai pas obtenue, et dans le cadre de la procédure pénale, nous l'avons. Nous pensons très clairement que ce contrat, s'il était connu du public, il finirait par créer des troubles à l'ordre public, parce qu'il montrerait qu'en fait, les pouvoirs publics, de connivence avec Pfizer, ont véritablement trompé la population. On vous a expliqué qu'on vous présentait un produit qui était sûr, efficace, qu'il vous permettrait de protéger les autres en le consommant. Et on voit que depuis le début, c'est une tromperie, c'est une escroquerie au consentement, et que les pouvoirs publics, qui normalement en étaient signataires, devaient le savoir depuis le début, notamment Mme von der Leyen. Peut-être qu'il y a le cas italien où les fonctionnaires ont admis avoir signé sans le lire. Donc, moi j'ai aussi la nationalité italienne, donc tout le monde appréciera. Mais là, on a un véritable problème avec la conduite de la chose publique. Et donc, on doit s'attacher au problème parce que c'est véritablement la fin de la démocratie si nous ne réagissons pas aujourd'hui. Moi, je ne connais pas l'avenir, mais le vent change et on sait qu'outre-Atlantique, il y a d'autres positions qui se prennent et que cette loi de PrEP Act, qui est extrêmement controversée en Amérique, peut-être, il y aura peut-être les nouveaux gouvernements reviendront-ils dessus, mais vous aurez bien compris que ce contrat, c'est une forme d'impérialisme américain qui nous a été imposé du fait de la puissance de ces lobbies pharmaceutiques. Et donc, de tous côtés, je crois que cette irresponsabilité ne peut plus tenir. Dire qu'on est irresponsable parce qu'on donne des produits dans l'urgence, ce n'est pas normal. Même quand les choses sont urgentes, on doit faire en sorte que les produits qu'on livre soient un minimum, ne présentent pas de vices, soient quand même un minimum efficace et n'entraîne pas des effets secondaires irréparables. Je dirais que là, la corruption, c'est une chose, on en parle tous beaucoup, mais ce n'est pas une petite affaire de corruption, c'est une affaire de corruption qui touche des produits de santé. Et la santé, c'est le bien le plus précieux que nous puissions tous avoir. Et de la corruption dans le cadre de ces produits, c'est d'une gravité sans précédent, surtout quand on revoit que, je veux dire, peut-être pas l'humanité tout entière a pris ces produits, mais la corruption en matière de santé, ce n'est pas une corruption banale, c'est une corruption qui nous affecte tous, parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment notre bien le plus précieux. Et donc, rappelez-vous, l'immunité, c'est pas de l'impunité, et l'urgence, c'est pas de la panique. Hein. Donc, faut bien remettre les choses au clair, parce que par moment, on essaie de nous faire confondre. Donc, on va être gentil avec vous, c'est-à-dire qu'on va quand même encore vous laisser nous poser des questions et y répondre. Moi, j'ai quand même une demande, parce que je vois pas tous les journalistes que j'ai contactés. Donc, par exemple, ceux du soir, j'ai essayé d'être bien poli avec eux en leur disant qu'on les invitait, il n'y avait pas de problème. Ils ont diffusé aussi des informations fausses qui venaient de cabinets de lobbying, que j'ai identifiés. Et donc, je vous invite quand même à aller poser des questions aux avocats des parties adverses. Donc, par exemple, M. Adrien Masset, vous lui demandez quel était le contenu des messages que Mme von der Leyen a fini par supprimer, parce qu'ils ont existé, ils n'existent plus. La conséquence logique, c'est que quelqu'un les a effacés. Hein. Donc, je pense que ce n'est pas contestable. Monsieur Albert Bourla, Janice Moll vous l'a expliqué, il dispose toujours de ces messages. D'ailleurs, il a une obligation d'archivage de ces messages par la SEC, son autorité de protection des marchés. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui les a toujours, l'autre les a détruits. N'hésitez pas à contacter leurs avocats. Si vous voulez, on va fournir la liste des avocats des parties adverses. Et alors, vous leur téléphonez, vous leur posez des questions à eux, parce que sinon, on fait des monologues, et c'est pas comme ça qu'on devrait le faire. Vous respectez le contradictoire, et vous allez les embêter, parce que pour nous, il y a un moment donné où on aimerait bien aussi avoir leur réponse à eux. Voilà. Donc, on vous laisse poser les questions que vous voulez, on va tâcher d'y répondre. Voilà, Philippe. Juste quelques questions, peut-être la première d'ordre pratique.
Le 6 janvier, c'est le matin ou l'après-midi? Alors, ça a été tellement surprenant, ça a été annoncé par le parquet pendant l'audience que finalement la date serait le 6 janvier, même le juge ne le savait pas. Et comme je l'ai fait comprendre, moi, de nombreuses parties civiles que je représente ont fait ce déplacement à leurs frais. Vous vous doutez bien, j'ai écrit un certain nombre... Il y a eu un autocar, oui, qui est venu, c'est l'autocar des navigants libres, qui est venu jusqu'ici. Vous vous doutez bien que j'ai demandé bien avant si cette audience se tiendrait. Je ne fais pas se déplacer les gens du sud de la France ou de la Bretagne ou de la Hollande pour qu'on ait un tel manque d'égard pour eux. Moi aussi, je l'ai appris et donc je n'ai pas la convocation encore, mais puisque ça a été annoncé à l'audience et même au juge qui en était surprise, j'ai hâte de la recevoir et je confirmerai évidemment que je l'ai bien reçue. Donc, la deuxième, est-ce que maintenant, à supposer qu'elle bénéficie de l'immunité Madame von der Leyen, est-ce que vous demandez déjà de lancer la procédure? C'est même dans l'autre sens, c'est-à-dire que en fait c'est le parquet européen qui, s'il était de bonne foi, agirait en conséquence. En fait, vu que les infractions sont là, il n'y a plus personne qui les conteste. Ben, en fait, s'il décide qu'il n'y a pas d'immunité, on la poursuit directement. Soit il y a une immunité, on demande la levée d'immunité, on la poursuit. Mais M. Bourla, BioNTech et Pfizer, ils ne sont pas présidents de la commission, il n'y a pas de question sur leur immunité. Vous vous rappelez, parce que moi je suis de la région, donc je vais vous le faire, Alain Matteau, ça lui est arrivé, il a été protégé par une immunité. Qu'est-ce qu'on a fait? On a poursuivi les co-auteurs des infractions et on a fini plus tard, quand on a condamné les autres, par lever quand même son immunité. Et donc Mme von der Leyen, c'est pareil. Ça veut dire que s'ils considèrent qu'elle a une immunité, ce qui ne nous apparaît pas du tout vrai sur le plan juridique, tant mieux pour eux, voilà, qu'ils demandent à la lever. Moi, je vous rappelle que Laura Kövesi, vous retrouverez l'interview sur Arte, a dit que s'il fallait lever une immunité, il le ferait, mais vu qu'elle ne trouve pas de suspect dans une affaire qui porte le nom de Mme von der Leyen, je ne peux pas l'aider. Voilà. Mais très clairement, s'ils veulent lever l'immunité, la possibilité juridique est là. S'ils considèrent qu'il n'y en a pas, ils la poursuivent tout de suite. Pour nous, c'est tout à fait égal. Voilà. Et d'ailleurs, je confirme, ça s'appelle livre le Ursula Gates, mais est vraiment en cause Albert Bourla, Pfizer et BioNTech, parce que c'est là aussi que se trouve l'autre partie de l'infraction. Donc vraiment, il ne faut pas les oublier. Les procédures peuvent éventuellement même être disjointes, mais eux, il n'y a aucune raison juridique qu'ils puissent bénéficier d'une immunité par procuration de Mme von der Leyen. Ça n'existerait pas, ça. Donc votre action, vous les dirigez contre les deux, pas uniquement... C'est devenu le cas. En fait, c'est devenu le cas parce qu'un juge d'instruction, il est saisi ce qu'on appelle in rem, il est saisi des faits. Donc après, si c'est à lui de mettre les personnes en cause en fonction des faits qu'il voit. Donc aujourd'hui, elle a de l'autre côté de la barre, je n'ai pas que Mme von der Leyen, j'ai Pfizer, BioNTech et Albert Bourla. Ça fait 18 avocats avec nous et donc... Si vous voulez, moi, quand je me suis constitué partie civile, le juge nous a posé cette question de pourquoi Ursula von der Leyen. Moi, je lui ai expliqué, Albert Bourla, c'est un industriel, il veut gagner de l'argent, c'est son problème. Mais Mme von der Leyen, elle a une responsabilité vis-à-vis de moi en tant que fonctionnaire. Donc voilà, elle doit remplir une mission de service public. Et donc, à partir du moment où moi, comme contribuable, elle se met à faire le contraire de sa mission, elle a des comptes à me rendre à titre personnel au même titre que tout le monde. Mais c'est bien un préjudice qu'on a individuellement, c'est juste qu'on l'a tous. Et ça ne fait pas disparaître notre préjudice individuel. Et donc, c'est juste que s'il y a un corrompu, il y a un corrupteur, mais ça, c'est pas mon travail d'aller le chercher, c'est le travail de l'autorité judiciaire. Et donc, si elle va chercher M. Bourla en plus de Mme von der Leyen, elle fait son travail. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, j'ai une question. Vous avez parlé d'impunité, d'irrecevabilité et d'incompétence. Et vous parlez de Mme Kövesi, donc quelque part il y a une forme d'interférence de l'EPPO. Est-ce que vous allez porter plainte contre elle aussi? Parce qu'à un moment ou à un autre, le PPO est venu interférer dans la transparence et la bonne exécution des justices. Alors ça, je dirais, c'est une question que vous pouvez vous poser, voilà, de savoir si on a ou non déposé une plainte. Concernant Mme van der Putten, ça serait un peu compliqué, mais pour le reste, je vous laisse réfléchir à la question. Mme van der Putten, elle est protégée en droit belge, donc il n'y a que le procureur général qui peut la poursuivre. Ce n'est pas le cas de Mme Kövesi, et donc voilà, vous pouvez imaginer si on l'aime au point de s'intéresser à elle. Oui ? Denis de Provine, agence de presse TAS. Je voudrais poser une question. Je crois que la plupart des réponses sont déjà dans votre livre, mais maintenant, je voudrais savoir, est-ce qu'on connaît bien quelle est la procédure de levée d'immunité de Mme von der Leyen? Qui doit lever cette immunité? Alors, en droit, je vais vous répondre. Il y a deux chemins. Il y a
où on considère qu'elle n'en a pas du tout et on a le droit de la poursuivre directement sans qu'il y ait la procédure de levée d'immunité. C'est ce qui a été fait dans cette jurisprudence contre le directeur de la banque, de la BCE, Letton. Et d'ailleurs, il est même écrit que le dossier, une fois qu'il a été constitué, il peut même continuer de servir et pas contre ce monsieur. Donc, ou on y va directement, ou sinon, on considère à minima qu'il faut lancer cette procédure de levée d'immunité. Et là, très spécifiquement, la levée de l'immunité, c'est ou les autorités belges, le procureur général belge qui la demande, ou Madame Covesi, en admettant qu'elle soit compétente, mais elle ne l'est pas, mais si on lui laisse le dossier, ça sera à elle de le faire. Et il faut saisir la Commission européenne, qui ensuite doit voter. Et alors, ce que je ne sais pas, c'est si Madame Ursula von der Leyen participe au vote. Ça, je n'ai pas vu, mais il faut quand même bien voir. Mais elle peut révoquer quand même tous les membres de sa commission. C'est tout à fait inédit. Il peut y avoir des cas où ça sera un commissaire qui serait visé, je ne sais pas, le commissaire à la justice, et les autres voteraient. Mais là, on est dans la situation où c'est la présidente qui est visée, et comme vous l'avez vu, elle vient d'être désignée, et les nouveaux membres de sa commission n'ont été désignés qu'avec l'approbation des États, mais aussi son approbation à elle. Donc je pense qu'on n'a pas besoin de faire un dessin pour comprendre qu'il vaut mieux prendre un chemin le plus direct entre A et B. Il faut prendre la ligne droite, si je puis dire. Bon, on fera tout le monde, avocat. Je voulais savoir, il y a une affaire aussi dans la Cour européenne, la Cour de l'Union européenne à Luxembourg. Oui. Il s'agit aussi de l'accès à ce même SMS. Et je voulais savoir s'il y a une interconnexion entre les deux, si le juge ici doit attendre la décision de la Cour de l'Union européenne à Luxembourg. Si vous voulez, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une séparation des pouvoirs entre l'administratif et le judiciaire. Donc normalement, c'est deux juridictions distinctes. Donc ce qu'a fait le New York Times à Luxembourg, en fait, c'est attaquer la décision de refus de la Commission européenne de donner la copie des documents. Alors, moi, je suis allé à l'audience avec Diane et d'autres, des journalistes et des militants de la transparence qui sont présents ici. On n'a aucun doute quant au fait que la CJUE n'a pas le pouvoir d'obliger qui que ce soit à produire ces SMS. Son pouvoir, c'est de dire éventuellement la commission ne les détient pas ou la commission les détient et doit les donner ou ne doit pas les donner. Mais ça n'a aucune autre... Il n'y aura pas de contrainte supplémentaire à juste sa décision. Et donc là, normalement, en droit, le civil doit être tenu aux dépens par le pénal. Donc on devrait attendre le pénal. La CJUE n'a pas l'air de s'arrêter parce qu'il y a une instruction pénale ici. Mais bon, voilà. Donc quoi qu'il arrive, nous, théoriquement, on pourrait les faire produire. La commission, quand elle vous dit « je ne les détiens pas », le cabinet de Mme von der Leyen ne les détient pas, c'est pas nécessairement un mensonge, c'est juste la preuve que Mme von der Leyen a contourné le système d'enregistrement des actes administratifs de la Commission européenne. Donc elle a utilisé un canal non officiel pour communiquer, donc elle n'a pas agi en ses qualités officielles, sinon on aurait enregistré les actes administratifs. Et donc quand la Commission dit « je ne les donne pas aux Times parce que je ne les ai pas », c'est peut-être la vérité. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est pourquoi la Commission n'en dispose pas. Ça, c'est la vraie réponse qu'il faudra atteindre. Donc. Je souhaiterais préciser d'abord qu'à l'issue de cette audience à Luxembourg, les juges n'ont pas annoncé de date de délibéré. Oui, ça c'est pas... c'est étonnant. Il faut savoir aussi que le New York Times, qui est un journal, donc a agi de façon, par les voies administratives, à la suite de la publication, c'est eux qui ont révélé le poteau rose en avril 2021. Ils ont fait cet article en expliquant que M. Bourla s'était confié en disant qu'il avait communiqué avec beaucoup de chefs d'État, avec le pape et surtout avec Mme von der Leyen, avec laquelle il avait développé un lien profond. C'est ce qui est écrit. Ensuite de ça, le New York Times va demander les textos à la Commission européenne. Mais on peut s'interroger de savoir pourquoi le New York Times ne les demande pas aux États-Unis, puisque leur siège social est là, contre M. Bourla ou contre Pfizer, qui eux n'ont pas d'immunité. C'est une question intéressante. Pour vous dire, on a quand même eu l'expérience de la CJUE. Donc nous avons demandé, pour que Mme von der Leyen ne puisse pas interférer du fait de ses fonctions avec l'enquête judiciaire, on avait demandé sa suspension. Nous avions identifié des conflits d'intérêts majeurs entre des magistrats de la CJUE et la Commission européenne. Mon avocate qui est là a déposé des documents au greffe à ce propos. Le magistrat a fait retirer les documents qu'on a déposés au greffe, d'accord, pour ne pas les évaluer dans le cadre du dossier.
Et ils ont bien une possibilité à la CJUE qu'ils semblent ne pas vouloir utiliser jusqu'à présent, c'est de dire « Madame von der Leyen, elle viole le code de conduite des commissaires européens, elle a perdu l'apparence d'honnêteté, elle doit être suspendue. » Alors c'est pas du tout anodin, et ce serait pas une première, parce que par le passé, la commission de Jacques Santer a déjà été intégralement censurée. Alors à l'époque, ce code n'existait pas, et c'est la conséquence de l'incident de la commission Santer, mais il ne serait pas étonnant de voir toute la Commission européenne sauter, vu le niveau de scandale qui est atteint aujourd'hui. Et j'ai juste des doutes quant au fait que les parlementaires, nous étions présents le 17 juillet à Strasbourg, je peux comme vous dire que le Parlement européen a agi dans l'illégalité en connaissance de cause. Donc le matin, pendant les débats, des députés européens ont attiré l'attention du Parlement européen sur l'existence de cette plainte pénale. Elle s'opposait à la candidature de Mme von der Leyen par nature. Je vous rappelle qu'elle est poursuivie par des États membres. Comment peut-elle représenter l'intérêt de l'Union ? C'est une bonne question. Moi, je ne peux même pas comprendre qu'on ait pu la proposer comme candidate. Et donc le Parlement européen, il n'était pas ignorant de cette situation. Il a choisi de violer les traités. Je voudrais faire juste une dernière précision quand même sur le New York Times, au-delà du fait qu'on ne connaît pas la date d'audience. Il est quand même résulté de cette affaire qui avait commencé en janvier 2023. Tout d'un coup, ils se mettent à l'audiencer 15 jours avant notre affaire à Liège. Bon, il y a des coïncidences de calendrier. Mais pendant cette audience, il y a eu 2 éléments qui sont intéressants. C'est que les représentants légaux de la Commission ont quand même précisé que Mme von der Leyen avait changé de téléphone en 2022 sans faire un transfert des messages. Ça, on l'a appris pour bien rapporter ses propos, d'abord, il ne dit pas qu'ils existent, il ne dit pas qu'ils n'existent pas, l'avocat de la Commission. Alors, il dit qu'eux ne les ont pas, les autres non plus, qu'ils ne savent pas sur quel téléphone ils ont effectué les recherches, qu'ils ne savent pas dans quelle application ils ont cherché. Donc, c'est quand même de l'ordre de la farce. Hein. Mais on a une certitude, c'est qu'ils ont existé. Donc. Il y a eu 2 magistrats sur 15, puisque c'était en grande chambre, il me semble, au moins le magistrat hongrois a quand même fait la réflexion de dire mais vous dites que c'est pas pénal, mais bon, les questions se posent. Donc tout converge et l'action du New York Times peut apparaître étonnante, en tout cas peut amener des éléments de preuve aussi de notre côté, puisque nous utilisons cette procédure pour expliquer qu'il n'y a pas d'autre sentiment logique que de penser qu'elle les a détruits. Et la destruction des documents publics, c'est une infraction en droit belge. Oui, puisque il aurait été de l'intérêt des citoyens, des journalistes et des parlementaires européens d'avoir accès au contrat de Pfizer, non censuré, est-ce que l'affaire en justice que vous portez a changé le statut des contrats? Est-ce qu'ils sont accessibles maintenant publiquement? En fait, si vous voulez, c'est dès le départ, ils sont publics par nature. Donc, en fait, on a inventé une censure de ces contrats qui n'a pas lieu d'être. Donc, on a inventé une violation du droit fondamental, ou la destruction, si vous voulez, du droit fondamental à la transparence. On y oppose des motifs d'exception qui sont illégitimes, disproportionnés, et qui ne sont pas strictement nécessaires. Si dans ce contrat, il est marqué que le produit, en fait, est mal connu, qu'il n'est pas efficace et qu'il ne bloque pas les transmissions, comme je dis, ce n'est pas un motif d'exception à la transparence. Ce qui se passe, c'est que le député qui avait le droit encore supérieur au nôtre, parce qu'il doit exercer une action parlementaire de contrôle de l'action de la Commission, d'accord ? La Commission l'a empêché d'obtenir ces contrats, et il a fallu que Robert Roos, qui est député, qui voulait les avoir, vienne déposer plainte au pénal pour obtenir enfin le contrat qu'on lui a refusé en tant que parlementaire au Parlement européen. Je ne sais pas si vous imaginez l'absurdité. C'est-à-dire que le parlementaire, il doit devenir plaignant comme nous pour juste accéder aux documents qui lui auraient permis de faire son travail de parlementaire. Donc il a été entravé. Mais concrètement, un dossier d'instruction, il reste secret. Il y a énormément d'éléments, on ne peut pas vous les compter, mais il est accessible à ceux qui font l'effort d'être partie civile. C'est ça la réalité. Et les documents publics, c'est pas parce qu'on les joint dans le dossier d'instruction qu'ils sont secrets. Voilà. Donc il y a des distinctions à faire. Hein, donc, Est-ce que vous pouvez un peu repréciser pourquoi vous avez choisi la Belgique? Alors, moi, je le dis tout simplement parce qu'à partir du moment où ce n'est pas le parquet européen qui est compétent, le lieu de l'infraction, c'est le lieu de la conclusion du contrat. On peut supposer que les documents, les SMS ont été détruits en Belgique, c'était peut-être ailleurs, à bord d'un avion qui allait ailleurs, je n'en sais rien, mais la compétence
pour juger des affaires de corruption au sein des institutions européennes, c'est la Belgique et ça l'a toujours été. Déjà, c'est la juridiction établie par les contrats, donc c'est pas nous qui avons voulu, c'est eux qui l'ont voulu. Et je vous dirais que même pourquoi est-ce qu'on est venu à Liège, moi je vous dirais, si vous me dites où ils ont écrit ces SMS et quand ils se les sont échangés et quand ils les ont détruits, quand est-ce qu'ils ont conclu leur pacte de corruption, je vais volontiers dans la juridiction des lieux des faits, mais jusqu'à aujourd'hui, ces faits ne sont pas connus. Donc moi, je n'ai pas d'éléments matériels pour établir quelle juridiction serait compétente pour cette partie de l'infraction, mais pour une autre partie de l'infraction qui est bien la violation de mes droits fondamentaux, je l'ai subie chez moi, donc là où je me trouve, c'est une infraction immatérielle, et donc moi, je suis de la province de Liège, je me suis tourné vers mon arrondissement judiciaire, c'est tout à fait logique, c'est pas à moi de présumer où les faits se seraient produits. D'ailleurs, on a des surprises au fil du temps. Ça veut dire qu'on voit qu'une partie de l'infraction peut aussi avoir été commise en Flandre. Et donc, on ne va pas commencer à faire le parcours du petit Pousset pour aller voir de quelle fraction aurait été faite à quel endroit. Voilà, moi j'ai une certitude, je suis bien préjudicié là où je me trouve, je dépose plainte là où je me trouve. J'allais dire que l'intérêt des mises en cause, de toute façon, c'est eux qui voulaient un procès à un même endroit. Ça leur évite d'aller se défendre dans tous les pays de l'Union européenne qui ont des citoyens qui pourraient leur reprocher des choses. Donc, tout converge vers la Belgique et c'est fort bien comme ça. Puis donc quelqu'un d'autre question? Je voudrais revenir sur Madame Covesi quand même parce que ça m'embête un petit peu votre réponse dans la mesure où vous me demandez de faire un travail. Moi j'ai déjà contacté le PPO à plusieurs reprises. Madame Tine Olvet qui à chaque fois nous envoie au pêtre, nous répond d'une manière très péremptoire. J'avais déjà posé la question, est-ce que Madame Covesi faisait l'objet d'enquête? Il me semble quand même que là, il y a quand même une entrave, puisque je crois me rappeler que lors de la dernière conférence, vous aviez parlé que vous n'avez pas pu accéder au dossier, que le PPO n'avait pas de dossier. Donc en plus, on ne respecte pas vos droits de la défense. Alors, à titre personnel, je l'avais déjà dit que j'avais porté plainte pénalement pour cette infraction qui est une atteinte au droit de l'avocat d'exercer son ministère. C'est un droit garanti par la Constitution. J'avais déposé une plainte aussi au niveau de l'ONU, au commissariat sur l'indépendance des avocats et des magistrats, qui a reçu ma plainte, qui aurait dû la traiter dans un délai de 4 mois. On a accusé réception, mais elle n'est toujours pas traitée. Ça fait un peu plus de 6 mois. Et moi, je suis prête à vous confirmer que comme la plainte que j'avais déposé a finalement été classé sans suite, ce que je ne comprends pas, puisque c'est le policier qui s'était présenté sur place, qui constatant que je ne commettais évidemment aucun trouble à l'ordre public et que je ne commettais aucune infraction, c'est lui qui m'a invité à me plaindre et à porter plainte. Donc j'ai trouvé que c'était tout à fait anormal qu'elle ait été classée, et donc j'ai aussi en mon nom propre et avec Monsieur Baldan porté une plainte contre Madame Covesi pour coalition de fonctionnaires, parce que j'estime qu'en sa qualité de fonctionnaire européen, elle commet un acte arbitraire, attentatoire aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui est le droit à l'avocat, en nous empêchant d'avoir accès à un dossier qu'elle cache et qui a peut-être des éléments déterminants. Et puis par ailleurs, c'est aussi une question d'honneur pour un avocat. Je n'apprécie pas qu'on m'envoie la police et qu'on m'accuse de troubler l'ordre public. Frédéric a fait peut-être sourire en disant que j'étais pas très menaçante, mais vous le constatez tous, et ce n'est pas normal d'avoir un comportement comme celui-là. J'ai de me poser les questions. Le PPO, il y a des bureaux dans chaque pays en Europe. Je me suis rendue pour d'autres dossiers dans les bureaux de l'EPPO français, dans les bureaux de l'EPPO en Italie. Évidemment, j'ai d'ailleurs été bien reçue et poliment par les magistrats. Ce qui s'est passé est tout à fait anormal, je dis attentatoire à mon honneur, mais également anormal du point de vue de la possibilité pour un avocat d'exercer son ministère. Et nous verrons bien ce que donnera cette plainte avec constitution de partie civile. Voilà. Je peux quand même préciser, quand on nous envoyait la police ou quand on est allé à Luxembourg, toutes les personnes que nous avons croisées de l'EPPO ont refusé de s'identifier et ont refusé de montrer la face on pouvait les identifier de leur badge. Donc ils ont caché leur badge. Moi je m'interroge même quant au fait qu'ils ont bien agi en qualité officielle, parce que si, comme un policier, je lui demande sa carte de légitimation, il me montre qu'il est policier. S'il refuse de me la montrer, j'appelle la police en disant que j'ai quelqu'un avec un uniforme de police qui prétend être policier, mais j'arrive pas à le démontrer. Et donc ici on a bien des fonctionnaires de l'EPPO qui normalement, dans un cadre normal, devraient nous dire voilà, je suis le greffier ou je suis l'assistant ou peu importe, mais il se présente, il donne son nom. Là on a même un document qui est signé pour réception
le fonctionnaire a refusé de donner son nom et son prénom quand il a signé en disant qu'il voulait protéger sa vie privée. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de délire, ça veut dire c'est comme un officier de police qui voudrait vous entendre sans vous dire qui il est. Il y a un moment où on fait face à des comportements qui sont assez hallucinants. Parce que, juste une dernière question là-dessus, parce que j'ai écrit donc à cette dame le 28 novembre, pardon, et je lui ai posé la question, et on ne m'a pas répondu. Donc en fait, ils ne sont pas transparents, le PPO non plus. En fait, ils vous refusent vous savez, il y a une journaliste dans cette pièce qui a écrit un article sur le PPO et le blanchiment d'argent qui a été couvert par le PPO, voilà, qui est pas très loin si elle veut pour poser une question. Mais on voit que très clairement, c'est une entité dysfonctionnelle. Il ne contribue pas à la justice. C'est contrairement à l'idée imaginaire qu'on a, c'est de croire que en faisant une entité centrale de poursuite comme le parquet européen, on va améliorer les poursuites, c'est totalement faux. Ça crée une inefficacité de fonctionnement plutôt qu'une efficacité. Et donc voilà, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister, le PPO. Récemment, dans la presse, il semblerait qu'il y ait eu un accord conclu entre le Parlement européen et le PPO pour plus d'efficacité dans leur lutte contre la corruption. Nous attendons de voir. Donc vous comprenez bien qu'en fait, maintenant, Mme Kövesi va pouvoir reprendre à son compte les dossiers pénaux que les justices nationales pourraient entamer à l'encontre des parlementaires européens. Donc en fait, c'est très clairement porter atteinte au droit à la justice de tous les citoyens de l'Union européenne. Si quelqu'un a encore une question, on est à disposition. Moi, c'est juste une question, c'est juste un relais, mais ça peut peut-être rien à voir. Mais vous ne pensez pas que l'histoire de M. Renders n'est pas une mise en garde pour tous les députés ou parlementaires belges ? A priori, je ne crois pas que les enquêteurs aient fabriqué un dossier en 3 jours pour juste tomber juste. Je ne dis pas que le dossier n'existe pas, c'est juste qu'il y a tout le monde a des dossiers. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tranché la question de l'immunité des commissaires européens. Donc moi, je ne comprends pas qu'on ait encore un débat sur l'immunité de Mme von der Leyen quand on voit ce qui s'est passé avec Didier Reynders. Ça a tranché définitivement la question. On a la réponse dans la presse qui ne s'est pas présentée aujourd'hui le soir à propos de l'immunité. On a la réponse de la commission elle-même. Il n'y a plus de débat, hein. C'est simple comme bonjour. C'est juste qu'ici, en fait, on n'applique pas la loi et on n'a pas une volonté sincère de poursuivre Mme von der Leyen, c'est tout. Donc voilà. Et donc si vous n'avez plus de questions, on peut se libérer, vous libérer, voilà. Et on vous invite tous à aller poser des questions, à Maître Adrien Masset, je crois qu'il a un cabinet plus loin, je vais vous donner l'adresse. Et puis les avocats de M. Bourla, on va vous montrer des photos et de vous donner les noms, les adresses mail de tout le monde, comme ça tout le monde pourra obtenir des informations contradictoires, on en sera ravis. On les manquera pas. Exactement. Vous pouvez juste montrer votre livre. Oui, si vous voulez. Voilà, donc c'est un livre rouge. Donc voilà. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. Alors je ne sais pas si on doit faire comme dans la salle d'audience hier et vous dire ceci n'est pas une salle de spectacle, donc on n'applaudit pas. Oui, mais le public hier, les victimes dans la salle, ont été très impressionnés par la plaidoirie de Damien Dillembourg, qui est l'avocat de notre bon droit, et qui a tellement bien mis une gifle au parquet européen que les pilotes et hôtesses l'ont applaudi, et ce qui n'a pas fait ravi la présidente du tribunal. Donc, je trouve qu'il est l'avocat également du Parti Vivant, qui participe également, comme on l'a dit, à ce dossier. Voilà. Et on est très content qu'il soit venu nous prêter main forte. Exactement. Merci à tous.